Bonjour à tous et bienvenue en tout cas dans ce webinaire qui s'intitule Repérer la dénutrition chez les personnes accompagnées. Un webinaire et à la fois une formation également parce qu'il s'agit de sensibiliser finalement les acteurs du terrain, les acteurs associatifs de l'association des petits frères des pauvres à la question de la dénutrition, donc aux actions préventives qui peuvent exister sur la question de la nutrition, les questions de repérage et de traitement d'une maladie qui est une maladie silencieuse qui touche 2 millions de Français, de personnes qui sont hospitalisées, de personnes âgées à domicile ou en établissement notamment. Alors, sans plus tarder, je pense que je vais présenter les différents intervenants qui seront avec nous aujourd'hui. Nous avons Yann Lanier qui est délégué général de l'association. Alors, est-ce que vous pouvez dire peut-être un petit bonjour pour que tout le monde voit si tout marche bien? Bonjour tout le monde, bonjour Vincent, bonjour à tous. Parfait, merci beaucoup. Nous avons aussi avec nous Sandra Kerr, qui est, si je ne me trompe pas, coordinatrice de développement social dans l'association. Donc, vous pouvez également dire bonjour. Voilà. Bonjour tout le monde. C'est bon, tout marche bien, merci beaucoup. Et nous avons également avec nous Éric Fontaine, qui est professeur et spécialisé dans la dénutrition et qui est également le fondateur du collectif de lutte contre la dénutrition. Bonjour à tous, bienvenue. Sans plus tarder, je pense que je vais vous laisser la parole, monsieur Lanier. Merci Vincent, juste une petite introduction parce que j'ai prévu d'en apprendre plus sur le sujet que ce que j'en connais aujourd'hui. Je suis loin d'être un spécialiste. Peut-être quelques mots en partant de la devise des petits frères des pauvres, ou en tout cas d'une phrase que tout le monde à l'intérieur des petits frères des pauvres connaît, des fleurs avant le pain. Alors, on parle souvent des fleurs. Ce soir, on pourrait déjà un peu plus parler du pain. Moi, j'ai rejoint l'association il y a un peu plus d'un an maintenant et j'en ai souvent échangé avec Fabrice Taillandier notamment. On a essayé de repérer les actions qui avaient trait hors du festif, parce que pour les petits frères des pauvres, la question festive est importante, la question des réveillons de Noël, etc. Donc, vous voyez, le rapport à l'alimentation existe de manière importante dans l'association sur ces moments-là. Il doit y avoir un micro ouvert, il y a des interférences. Et on est en train de former la conviction que nous ne faisons pas encore assez sur la question de l'ordinaire, si je peux m'exprimer ainsi, dans l'accompagnement des personnes autour de la nourriture. C'est-à-dire que de plus en plus de bénévoles nous font remonter des situations pré-dénutrition, c'est-à-dire déjà avec des questions de comment je remplis mon frigo. Et ça, c'est les premiers sujets sur lesquels on a devant nous, qui sont sur notre table de travail. Alors, soit dans notre capacité à apporter directement des réponses, soit dans notre capacité à traiter ces sujets-là en partenariat avec d'autres. Et puis, on a ce champ de la dénutrition avec Eric, avec Jérôme Gage, que j'ai vu se brancher là tout de suite. Nous participions la semaine dernière puisque les petits frères étaient la puissance, non pas invitante, mais accueillante de ce début de la semaine de la dénutrition à ce repas organisé au siège des petits frères avec notamment Ghislaine Arabian et plusieurs personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Donc, je pense que on a, au vu des chiffres de l'évolution notamment des maladies neurodégénératives, des réponses sociétales à pouvoir construire. Moi, je suis pas du tout un spécialiste du sujet de la dénutrition, mais j'ai la conviction que dans notre accompagnement des personnes, la question de l'alimentation prise au sens large du terme est une question importante pour là aussi éviter qu'elle devienne aussi une question marchande, c'est-à-dire que des solutions un peu clés en main, toutes faites, ou des solutions purement marchandes puissent se mettre en place. Donc, je vais regarder vos échanges ce soir avec beaucoup d'attention. Voilà, Vincent. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vois que Monsieur Gage du collectif de la dénutrition, qui est coordinateur du collectif de la dénutrition, est peut-être avec nous, ou alors il nous rejoindra plus tard.
Alors, je ne sais pas si vous voulez vous présenter directement, Monsieur Fontaine, ou si Madame Kerr, vous voulez intervenir dès maintenant. C'est comme vous voulez. Moi. Alors oui, peut-être Monsieur Fontaine, un petit mot sur le collectif de la dénutrition, qu'est-ce que ça représente, la semaine de la dénutrition et les liens finalement avec les activités des petits frères des pauvres. Écoutez, merci. Le collectif de lutte contre la dénutrition, c'est un mouvement citoyen, c'est une association, mais au départ, c'est un mouvement citoyen qui avait comme objectif en fait, d'interpeller nos concitoyens sur le fait qu'il nous semblait, nous, en tant que professionnels du soin, et donc professionnels de la nutrition, que la dénutrition était une maladie méconnue, considérée comme un symptôme et donc comme quantité négligeable. C'est comme ça, c'est de ce constat et du constat aussi qu'il y avait au moins 2 millions de dénutris en France, qu'on s'est mis autour de la table en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'avancer. Et donc, l'objectif pour nous du collectif, c'est vraiment de sensibiliser les gens. On a été très contents de voir qu'à force de travail, on a réussi à obtenir auprès du ministère une vraie semaine de sensibilisation qui nous a été confiée dans l'organisation. Et c'est à ce titre que moi j'interviens. Et c'est au cours de toutes ces années de préparation, et pour la dernière en tout cas, qu'on a essayé de se rapprocher de ce qu'on appelle des têtes de réseau, des gens finalement qui sont beaucoup plus connus que nous, qui ont déjà des structures beaucoup plus grosses. La nôtre, elle est toute petite, pour finalement faire caisse de résonance et permettre à ce que notre message puisse être entendu par un maximum de personnes pour qu'à terme, on puisse finalement mieux prévenir la dénutrition, mieux la dépister et mieux la traiter. Parfait, merci beaucoup. Avant de vous redonner la parole, je vais donner la parole à Madame Kerr qui peut peut-être voilà, se présenter et présenter, je crois, sa vidéo également et sa présentation. Alors, moi, ce que je vais faire là ce soir, c'est vous présenter un projet qu'on a appelé les paniers solidaires et qu'on développe sur le Var depuis 2013. Donc, le contexte de sa création, en fait, en 2013, on a une équipe Petits Frères des Pauvres à Toulon qui fête ses 20 ans. Et on part sur l'idée un peu folle de dire on va célébrer les 20 ans par 20 événements qui vont venir ponctuer toute l'année anniversaire de cette équipe. Et le projet des paniers solidaires a été créé et lancé en 2013 et a été un des 20 événements qui sont venus célébrer cet anniversaire-là. Donc, en fait, aujourd'hui, il est développé sur le Var. Donc, je vous disais à Toulon en 2013, à la Seine-sur-Mer depuis 2020 et à Brignoles depuis 2021. Donc, on est parti du constat suivant, que la précarité des personnes que l'on accompagnait se renforçait au fil du temps, que les personnes que l'on accompagnait avaient des ressources faibles, souvent proches du seuil de pauvreté, que leur niveau de vie et conditions de vie se dégradaient et qu'elles avaient un accès limité ou en tout cas qui se réduisait de plus en plus à une alimentation équilibrée et variée pour différentes raisons. La première, le prix des produits courants alimentaires, une perte de mobilité qui faisait qu'à un moment donné, ce n'était plus elles qui étaient en charge d'aller faire leurs courses quotidiennes, mais des aides à domicile, donc du coup, des achats qui peuvent être différents également. Le poids des achats, c'est vrai que les produits frais, quand on les achète au marché ou n'importe où, ça pèse lourd et il faut pouvoir les ramener à domicile quand on n'a pas de véhicule. Et également des difficultés à préparer les repas de plus en plus, ce qui faisait qu'à un moment donné, elle faisait appel à des aides à domicile et que bien souvent, malheureusement, on s'orientait vers des repas tout préparés en fait, dont les fruits et les légumes frais n'étaient plus forcément le quotidien de leur alimentation. Tout ce constat, en fait, on l'a découvert au fil de nos visites à domicile, dont les bénévoles sont les témoins et qui ont pu du coup nous en rendre compte. Au fil des ateliers cuisine à Toulon en 2013, il y avait en place un atelier cuisine. Tous les 15 jours, des bénévoles invitaient des personnes qu'on accompagnait à venir cuisiner, manger ensemble. Donc, on était témoins aussi des propos qui étaient tenus dedans. Donc, très vite, avec l'équipe bénévole sur Toulon et salariés, on s'est posé la question, quoi faire face à ce constat ? On s'est reposé la question sur les missions Petits Frères en se disant qu'on n'était pas
une association d'aide alimentaire en tant que telle, mais que notre cœur de mission, c'était la lutte contre l'isolement et le lien social. Donc, il nous est venu cette idée de panier solidaire comme une action d'aide alimentaire, mais qui, à un moment donné, ne venait pas, surtout pas se substituer aux actions des associations présentes sur le terrain. On avait à l'époque sur Toulon le Secours populaire, les Restos du Cœur, qui faisaient vraiment de l'aide alimentaire. C'était un projet que l'on voulait parce que finalement, notre mission principale, c'était le lien social, donc qu'on voulait construire comme un support à la rencontre, c'est-à-dire, oui, rendre une alimentation, enfin permettre une alimentation de qualité, mais au travers de rencontres physiques en tout cas, et de liens sociaux, que c'était un projet qui se construisait plus, on va dire, comme un plus dans le quotidien, c'est-à-dire un projet qu'on pouvait développé à raison de tous les 15 jours avec des paniers de fruits et légumes qui avoisinaient à peu près les 3 kilos. Et un projet dans lequel la participation financière des personnes âgées était souhaitée. Donc, au jour d'aujourd'hui, les personnes âgées participent à hauteur de 30% du prix du panier à leur demande. Quand on a construit ce projet au départ, on les a sollicitées. Elles ne souhaitaient pas de gratuité pour diverses raisons. La première, c'était le fait de pas être encore dans l'assistanat, mais de pouvoir en tout cas avoir un peu cette relation en tout cas à la nourriture. Et de l'autre, beaucoup nous disaient, si vous nous apportez des fruits et des légumes gratuitement, à un moment donné, le budget que l'on aura pour faire ces achats dans le quotidien ou que l'on aurait pu faire, on va l'utiliser à faire autre chose. Et le truc, c'est que le jour où ce projet sera plus mis en place, eh ben, on va se retrouver encore plus en difficulté parce que dans notre budget mensuel, ce pôle de dépenses aura été utilisé à autre chose. Donc, on va finalement s'appauvrir encore plus si du jour au lendemain, cette action ne peut pas être mise en place. Au niveau des objectifs des paniers solidaires, il y en a plusieurs. La première, c'était combattre les inégalités alimentaires en facilitant la consommation de produits, de fruits et de légumes par des personnes accompagnées pauvres. C'était aussi de renforcer le lien intergénérationnel et la mixité sociale grâce aux échanges qu'il allait pouvoir provoquer, parce que dans ce projet, on a donc au niveau des petits frères des pauvres, une mobilisation donc des personnes âgées, des bénévoles, on a eu des services civiques engagés dessus, on a eu des stagiaires, on a des salariés qui se mobilisent, mais on a également d'autres partenaires dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Et le dernier objectif, c'était la promotion des richesses du patrimoine régional. Donc, on avait vraiment envie de mettre à disposition des fruits et des légumes de saison, de qualité, de production locale, régionale. Donc, c'est un projet aujourd'hui, donc depuis 2013, qui s'inscrit dans le partenariat parce que très vite, on a la caisse de retraite AG2R La Mondiale qui nous a apporté son soutien financier. Et depuis 2013, c'est le principal, c'est le seul financeur en tout cas du projet. Et deux autres structures. La première, c'est les paniers d'avoine. Donc, c'est une entreprise qui relève de l'économie sociale et solidaire, qui a rejoint le projet en 2015, dont le but est de faire la promotion des produits bio régionaux. Et on a un ESAT, donc un établissement de travail pour des adultes handicapés, qui, eux, sont chargés de collecter les denrées apportées par les producteurs locaux aux paniers d'avoine, qui sont chargés de composer des paniers de fruits et des légumes ouverts à tous, et en tout cas les nôtres, les paniers solidaires, et qui nous les livrent à raison d'une fois tous les 15 jours. Donc en fait, ce projet qui s'inscrit dans le partenariat, on l'a vraiment voulu comme une collaboration étroite entre tous les acteurs, et pas placer ce projet comme passer ces acteurs, comme de simples fournisseurs simplement ou de prestataires de services, mais vraiment être dans une démarche de co-construction. À tel point, quand on a rencontré les paniers d'avoine en 2015, qu'on leur a parlé de notre projet, de dire voilà, on aimerait des paniers solidaires de fruits et légumes tous les 15 jours, à peu près de 3 kilos chacun, parce que vous comprenez qu'il faut pouvoir les porter à domicile, à des personnes âgées isolées en situation de pauvreté. Quand ils nous ont dit qu'eux, ils faisaient conditionner leur panier par les travailleurs handicapés, donc en fait, on s'est dit qu'à un moment donné, ça nous semblait naturel finalement de nous regrouper autour de ce projet. Donc concrètement, aujourd'hui, comment ça s'organise du coup sur les 3 territoires dont je vous ai parlé, c'est qu'on recueille les besoins des personnes âgées, c'est qu'on leur demande si elles souhaitent,
panier de fruits et un panier de légumes, ou 2 paniers de fruits ou 2 paniers de légumes, ou un seul panier de fruits ou de légumes. Donc, on passe commande du coup au panier d'avoine la semaine précédente. Les paniers sont composés par ces travailleurs handicapés, livrés dans nos locaux d'équipe. Sur place, on a des bénévoles qui réceptionnent les paniers, qui organisent soit un accueil au local, c'est-à-dire que des personnes âgées qui souhaiteraient et qui pourraient venir le chercher se rendent au local et c'est l'occasion d'un accueil, d'une collation, de temps d'échange, etc. Soit alors, si elles ne sont pas en possibilité de venir le chercher, on le leur apporte à domicile et ce n'est pas une livraison, mais l'occasion de porter le panier chez elles, de le voir ensemble, d'en voir la composition et de discuter de choses et d'autres. Voilà. C'est des paniers qui aujourd'hui, que ce soit un panier de fruits ou de légumes, avoisinent, je vous ai dit, les 3 kilos. Avec le panier nous est facturé à hauteur de 6,20 € par les paniers d'avoine, 2 € sont demandés à la personne âgée. Alors, comme au petit frère, en fait, on part du principe que la participation financière, en tout cas le fait d'être empêché, n'est pas un frein. Si la personne n'est pas en capacité de payer cette participation, de verser cette participation, on va se rapprocher des travailleurs sociaux et on va faire en sorte qu'elle puisse bénéficier d'aide légale ou d'une aide de l'association pour pouvoir finalement avoir accès à ces paniers. Dans ces paniers, on y glisse des fiches recettes avec des produits de saison, on y glisse des quiz autour des fruits et des légumes. Enfin, en tout cas, on essaye d'humaniser un petit peu la démarche. On y ajoute du coup un produit surprise une fois par mois. Il y a 2 ans, en fait, on fait le constat avec les personnes qu'on accompagne et les bénévoles, qu'on bénéficie de produits de qualité, c'est certain, mais qu'on manque de diversité. Parce que, passé un moment, en hiver, on ne va pas avoir, en termes de choix, énormément de produits. Donc, du coup, pour pallier à cette absence de diversité, on propose un produit surprise épicier produit par des producteurs locaux. Donc, ça peut être des soupes, ça peut être des confitures, ça peut être des pots de miel, ça peut être du fromage, ça peut être du pain, etc. L'occasion toujours d'apporter cette nouveauté et cette surprise pour pallier au manque, à l'absence de diversité. Voilà, donc c'est des produits qui sont choisis par les personnes âgées ou par les bénévoles, ou des fois ensemble, et qui sont mis en avant parce qu'ils sont offerts à toutes les personnes au nom de celles qui l'ont choisi. Voilà, et c'est une action finalement qui rassemble, comme je vous disais, les petits frères des pauvres et ses partenaires sur le terrain. Voilà, on a 2 axes qu'on souhaitait développer depuis 2020, mais qu'on n'a pas pu, avec un peu à cause aussi un peu du contexte sanitaire. Le premier, c'était de mettre en place un livre de recettes. Parce que forcément, quand on apporte des produits frais chez les personnes, très vite, elles se mettent à cuisiner. Et l'idée, c'était de dire comment on valorise le savoir-faire des personnes, leur histoire de vie, leur rapport à la nourriture et à la gastronomie, tout en permettant l'accessibilité de ces produits. Donc, au travers d'un livre de recettes, l'idée, c'est de partir à la découverte des personnes, de leur histoire, de leur savoir-faire, de leurs petites astuces. Donc, il y a cette idée de livre de recettes et dans un deuxième temps, des repas de dégustation. C'est-à-dire qu'on se retrouve des fois avec des produits dans les paniers que l'on ne connaît pas ou peu. Et l'idée, c'est d'amener les personnes finalement à découvrir ces produits méconnus ou à les découvrir comment les consommer autrement. Donc, des repas de dégustation avec des ateliers de découverte sensorielle pour qu'à un moment donné, comment vous dire, si dans le panier, pendant 3 semaines consécutives, on va avoir des poireaux, des oignons, des carottes et des pommes de terre, qu'elles n'aient pas l'impression finalement de devoir sans arrêt cuisiner la même chose, mais de découvrir des recettes qui leur permettront de cuisiner ces produits autrement et de continuer finalement à se faire plaisir. Voilà. Donc là, Vincent, si vous voulez bien, j'ai la vidéo de témoignage du coup de Florence et Jacqueline, qui sont toutes les 2 de l'équipe de Brignoles, qui vont pouvoir du coup un peu illustrer ce que je dis et apporter surtout des compléments. Alors, j'arrive tout de suite, la vidéo va bientôt commencer. Est-ce que vous pouvez la voir ? Alors, est-ce que vous pouvez la voir sur vos écrans ? C'est bon ? Moi, je la vois. Oui, oui. Vous la voyez ? Parfait.
Alors, mon rôle dans le projet, c'est avant tout de faire plaisir à Jacqueline, dans la joie et la bonne humeur. Dans un premier temps, j'appelle Jacqueline par téléphone. Je lui demande si elle est toujours d'accord pour recevoir un panier. Et souvent, elle choisit 2 fruits plutôt qu'un fruit et un légume parce qu'elle ne peut pas éplucher avec les mains, donc les légumes. Et dans un second temps, donc, je viens lui rendre visite pour lui apporter les paniers. Alors, si je peux, je viens avec un nouveau bénévole, ce qui lui permet d'avoir, de voir comment se déroule une visite. Et la grande surprise pour Jacqueline, c'est de découvrir ce qu'il va y avoir dans ces paniers. Le fait de ne pas avoir à monter des kilos de fruits que j'aime, qui sont très bons et bio en même temps. Et puis Florence qui vient toujours avec un bénévole. Comme ça, je fais la connaissance de tout le monde et moi, ça me fait de la visite. La surprise que l'on a tous les mois et que Florence nous apporte. La surprise, ça peut être un petit pot de miel, par exemple. Un petit pot de miel, par exemple. Et il y a toujours une photo avec que l'on fait des petits frères des pauvres. Comme celle-ci, par exemple. Ces 2-3 mots que je définirais, ça serait surtout l'alimentation saine, bio et équilibrée, et les échanges qu'on peut avoir donc autour de ces paniers. Et toi, Jacqueline? Eh ben moi, ça me fait plaisir parce que j'ai d'avoir des nouvelles rencontres avec les bénévoles qui sont là. Et Florence surtout, parce qu'on rigole toujours tout le temps, toutes les deux. Et moi, les fruits, parce que les fruits, j'en mange pas en temps ordinaire, c'est vrai? Ouais. La recette de ma grand-mère, des pommes au four. Oui, ma grand-mère, elle en faisait aussi. Mais bon, oui, mais on n'a plus de poêle à charbon comme elle avait. Ah oui, c'est vrai. Alors bon, c'est moins bon quand même. Mais je les coupe, je mets du beurre dedans avec du miel. J'adore. Oh, c'est bon. J'adore l'hiver à cause de ça. Grâce à ça. Alors du coup, j'ai quelques anecdotes parce que pensez bien que depuis 2013 que ce projet est développé, on a quelques petites anecdotes comme ça. Par exemple, sur Toulon, les paniers solidaires sont organisés le vendredi matin. Et le vendredi après-midi, il y a une permanence tenue par les bénévoles de l'équipe. Et passé un moment, le vendredi après-midi, quelques personnes accompagnées appelaient au local pour leur dire, voilà, j'ai tel produit dans mon panier, je ne sais pas ce que c'est, est-ce que vous pouvez me donner des recettes, etc. Et il y avait tout plein d'échanges qui se mettaient dessus. Mais en fait, d'avoir des personnes accompagnées qui nous appelaient pour autre chose que de se plaindre de leur quotidien et de se projeter sur quoi faire avec ces paniers, ben, du coup, c'est quelque chose qui est, mine de rien, assez plaisant dans notre quotidien. Une autre personne accompagnée qui ne mangeait pas de tout, mais qui en commandait parce que ça lui permettait finalement, alors pas de les gaspiller, mais de faire du troc avec ses voisins dans la résidence autonomie où elle habitait. Et ça lui a permis de nouer des liens avec des voisines de son logement et de pouvoir finalement réinvestir la relation avec les autres. On a une personne accompagnée qui, un jour, pour son anniversaire, au Petit Frère des Pauvres, on a l'occasion d'offrir un cadeau d'anniversaire aux personnes qu'on accompagne. Et une année, elle nous a demandé de lui offrir une casserole et des couteaux. Pourquoi? Pour pouvoir découper les produits et continuer et se faire des potages ou des compotes avec. On en a une autre, c'est l'aide à domicile, qui venait nous chercher au local ces paniers parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer. Et donc, en fait, l'aide à domicile venait au local. C'était l'occasion pour nous de connaître un autre acteur qui intervenait au domicile de la personne et de finalement se dire que ce projet, il pouvait aussi associer les aides à domicile parce que forcément, ces produits frais qui étaient arrivés chez les personnes, si elles n'étaient plus en capacité de faire des repas toutes seules, de se les cuisiner toutes seules, ben, ça pouvait être d'autres acteurs du domicile qui allaient prendre le relais dessus plutôt que de les en priver. Et c'est un bénévole aussi qui nous dit, moi, je ne souhaite pas accompagner pour l'instant une personne. Je ne me sens pas de m'inscrire dans une relation d'accompagnement avec quelqu'un. Par contre, je veux bien participer au panier solidaire. Donc, il est là tous les 15 jours
tous les 15 jours, il va porter les paniers aux mêmes personnes à domicile et passer du temps avec la personne, lui faire découvrir le panier, discuter avec elle, sans avoir quelque part le sentiment d'accompagner. Pourtant, c'est un projet qui participe et qui contribue à l'accompagnement des personnes, parce que soit ce sont les bénévoles d'accompagnement qui viennent chercher les paniers et les porter à domicile, soit ce sont d'autres, mais en tout cas, ça permet d'avoir plusieurs regards aussi sur la situation de vie des personnes et de pouvoir échanger entre nous. Et c'est un projet, pour la petite histoire, qui au tout départ, en 2013, a été porté par un binôme stagiaire-service civique. En fait, au jour d'aujourd'hui, si on en est là, c'est grâce aussi finalement à ce binôme de stagiaires et de services civiques qui nous ont permis finalement d'organiser et de structurer cette idée un petit peu folle qu'on avait eue avec les bénévoles et les collègues salariés. J'ai quelques photos, Vincent, si vous voulez les mettre sur le PowerPoint, comme ça je vais les commenter au fur et à mesure. Ça vient un petit peu illustrer ce que je vous ai dit depuis le début. Je ne sais pas si... Alors, je pense que vous pouvez les voir maintenant. Oui. Voilà. Alors, comme je vous disais, c'est un projet qui est développé, donc les paniers solidaires. Vous avez en avant-première le logo qu'on envisage de mettre en place sur ce projet. Voilà. Sur la diapo numéro 2, vous avez du coup concrètement comment se passe l'arrivée des paniers solidaires à l'équipe de Toulon, avec des bénévoles qui réceptionnent, qui font le point, savoir ce qui relève des fruits, des légumes, et qui organisent finalement l'accueil au local et la visite à domicile. Sur la diapo suivante, vous avez... Vincent, si vous pouvez... Voilà. Vous avez du coup, hop, la diapo suivante. Vous avez des... Hop, ça passe pas. Alors, est-ce que voilà. c'est... Voilà, c'est bon. Voilà, c'est ça là. Là, vous avez du coup la photo de gauche, c'est Daniel, un volontaire européen qu'on accueille sur l'équipe de la Seine, qui se prépare à aller à domicile porter les paniers. 2 autres bénévoles également qui se préparent à y aller. Alors, de temps en temps, ces opérations paniers solidaires, ces paniers solidaires nous permettent aussi d'y joindre des fleurs, un cadeau, des surprises, voilà, quelque chose qui va venir agrémenter et faire plaisir. Donc, la diapo suivante, vous avez des bénévoles et des personnes accompagnées qui prennent connaissance finalement du contenu des paniers, parce on découvre le jour même la composition des paniers en fonction des produits que les paniers d'avoine nous mettent à disposition. Et après, vous avez des photos, du coup, sur la diapo suivante, la remise d'un panier à une personne âgée. Jacqueline, en l'occurrence, qui a apporté son témoignage. Voilà. Et la photo d'après, en fait, alors là, on sort des légumes, des fruits et des paniers solidaires en eux-mêmes. Je vous mets ces photos parce que vraiment, ce projet, il se veut un support à la rencontre. Et quand on voit Jacqueline et Florence sur la photo du haut ou Evelyne sur la photo du bas, on se rend bien compte qu'à un moment donné, au-delà des paniers, du soutien alimentaire qu'on apporte, de ce petit plus qu'on leur permet dans le quotidien, c'est vraiment des temps d'échange et de rencontres qui vont nous permettre finalement d'accompagner au mieux la personne. Voilà. Et finalement, du coup, les partenaires que j'ai cités au tout début, donc c'est un projet, c'est sur la dernière diapo, qui est développé en partenariat avec AG2R La Mondiale, qui nous apporte son soutien financier. Les paniers d'avoine, cette entreprise d'économie sociale et solidaire qui valorise les produits bio régionaux et qui les met à disposition. Et l'avait fait Espérance Var, qui gère les AT, donc l'établissement de travailleurs handicapés, qui conditionne les paniers solidaires confectionnés exprès pour nous, qui nous les livrent dans les locaux pour que l'on puisse du coup les mettre à disposition des personnes. Et puis, du coup, depuis 2013, ce projet existe. Il se développe aujourd'hui dans 3 territoires. Et c'est aussi et surtout grâce à la mobilisation de tous, de ces acteurs, des personnes accompagnées, et de nos équipes de bénévoles, en fait, qui se composent de bénévoles, de volontaires en service civique, de salariés, de stagiaires quand on en a. Voilà, sans la mobilisation de tout le monde, on n'aurait jamais pu mener à bien cette idée folle et on ne pourrait pas au jour d'aujourd'hui continuer à la mettre en œuvre. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup à vous,
Alors, nous avons déjà une question de Fabrice Allandier qui demande, donc déjà, merci beaucoup Sandra pour cette présentation. On se lance sur toute la France quand? Ah, ben, faudrait qu'on en reparle, Fabrice. Mais volontiers. En tout cas, voilà. Je trouve que ça fait partie, quelque part, pas de l'ADN des petits frères, mais d'apporter du plus dans le quotidien, de faire plaisir, de s'assurer qu'elles vont bien et de veiller finalement à ce qu'elles puissent continuer à vivre comme tout le monde dans le monde. Mais si ça y contribue, pourquoi pas? Merci beaucoup. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas encore d'autres questions et nous allons peut-être passer à la partie peut-être un peu plus formation, sauf si vous avez d'autres choses à rajouter. De toute façon, les questions nous seront traitées par tous les intervenants à un moment précis. Donc, professeur Fontaine, peut-être si vous voulez un petit peu voilà, lancer votre présentation. Je vois que vous avez lancé votre PowerPoint, que tout marche très bien. Très bien. Et en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions sur l'intervention que vous venez de voir et sur celle que vous allez voir maintenant. Également sur Vimeo, dans le chat, si vous pouvez le faire, vous êtes les bienvenus. Voilà. Très bien, alors merci. Moi, je vais vous parler de choses beaucoup plus générales, un peu comme on disait, un peu éventuellement de la formation. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que la dénutrition et pourquoi c'est grave, mais que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des moyens de lutter contre. Alors, en fait, le problème, c'est qu'il faut nourrir donc toutes les personnes, de l'enfance jusqu'au très grand âge, et que les besoins nutritionnels ne sont pas systématiquement les mêmes. Et qu'en fait, les enjeux de la nutrition, on peut le résumer, bien sûr, c'est caricatural, mais l'enjeu des enfants, c'est de grandir. L'enjeu des adolescents et des adultes jeunes, c'est de résister à la pression de la malbouffe, au sens, enfin, c'est ce qu'on peut mettre derrière ce mot. Puis les adultes jeunes, c'est de prévenir les maladies de surcharge et le cancer, c'est-à-dire en gros prévenir l'obésité, le diabète, l'hypertension, et puis un certain nombre de cancers dont on sait qu'ils peuvent être favorisés par l'alimentation. Et puis progressivement, lorsqu'on devient un petit peu moins jeune, et le problème c'est qu'il n'y a pas de limite précise, progressivement les enjeux se changent, et pour les adultes un petit peu plus vieux, apparaît une autre maladie qui est éventuellement beaucoup plus grave, c'est la dénutrition. Et puis les personnes dépendantes, je pense que la question elle est souvent de la prévenir, mais souvent en fait même de la traiter ou de la prendre en charge, cette dénutrition. Alors le problème des messages nutritionnels en France, c'est qu'il est univoque tout en étant schizophrène, c'est-à-dire qu'on a actuellement, parce qu'on veut lutter contre les maladies de surcharge et contre l'obésité, un discours qui finit par être pas forcément compris de tous, avec une stigmatisation d'un certain nombre d'aliments. Vous avez vu apparaître probablement ce qu'on appelle le Nutri-Score, avec les A et les B, c'est bien, puis plus ça monte, plus ça devient grave. Et puis, vous connaissiez depuis très longtemps qu'il fallait manger des fruits et des légumes. Bien sûr qu'on est d'accord. Le problème, c'est qu'en face de ça, il y a notamment une certaine pression commerciale pour nous faire manger d'autres choses qui sont peut-être plaisantes à un certain âge. Mais surtout, le problème, c'est que en dessous de ces choses, on met une information nutritionnelle qui est schizophrène, c'est-à-dire qu'elle dit l'inverse que ce que la publicité dit. Puisque finalement, quand on vous dit sous les pots de Nutella, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé, c'est vous dire, il ne faut pas manger la publicité qu'on vous fait, quoi. Donc, vous voyez, le problème, c'est qu'on finit par être un peu perdu et que ça, c'est une information importante pour qu'on comprenne un petit peu la suite. C'est-à-dire qu'on a tous une idée précise sur ce qui est bon ou sur ce qui n'est pas bon, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout extrapolable d'un individu à un autre. Et notamment, quand on devient âgé, vous verrez que moi, je suis quasiment un promoteur du Nutri-Score E, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut manger des choses grasses. Mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, pourquoi en fait il faut manger? Je vous ai mis ici deux photos. Une photo d'une maison qui se construit et puis après une photo d'une maison qu'on réchauffe. Et en fait, il faut manger pour ces deux choses-là. En fait, quand notre corps il est bâti avec des choses qu'on a mangées, on est fait de ce qu'on a mangé. Et donc, il faut qu'on apporte tout ce qu'il faut pour construire des briques, des tuiles, du bois. Ça, c'est toute la diversité de l'alimentation. C'est
évidemment beaucoup plus important quand on est jeune, mais en fait, tout au long de la vie, on a besoin de changer des tuiles, de refaire la tapisserie de la maison, de temps en temps de boucher 2-3 trous. Et donc, toute la vie, on a besoin d'apporter des briques. Et puis, toute la vie aussi, on a besoin, pour que la maison elle fonctionne, qu'on y soit bien, qu'on puisse faire de l'activité physique, on a besoin d'énergie. Et donc, la nutrition, c'est ces deux choses, à la fois des calories et puis à la fois des aliments qui vont nous construire. Alors, quand on parle de dénutrition, pour faire un petit peu plus simple, parce que sinon ça devient trop compliqué, on va dire dans un premier temps que ce qui va nous manquer, c'est des calories. En fait, quand il manque des calories, il manque souvent aussi les briques qui vont avec, hein, mais on va déjà raisonner sur un manque de carburant, on va dire. Alors, quand on mange, on consomme un certain nombre d'énergie, et puis on en stocke aussi. Alors, je vous ai mis ici dans mes deux camemberts, d'un point de vue théorique, ce qu'on mange. Et vous voyez que normalement, quand on mange à peu près équilibré, on mange la moitié de notre apport en calories qui sont des glucides, 35% qui sont des lipides, et puis 15% qui sont des protéines. Ça, c'est, je dirais, une alimentation équilibrée. Bien sûr, ces chiffres, il faut les prendre avec un peu de souplesse, hein. Et puis, quand on regarde ce qu'on est, c'est-à-dire un individu, de quoi il est composé, eh bien, vous voyez, j'ai mis ici un tout petit peu de glucides, c'est-à-dire des sucres, hein. Mais en fait, les grandes réserves qu'on a dans notre corps, c'est principalement de la graisse et puis des protéines. Alors, pour faire simple, les réserves de protéines, c'est les muscles. Donc, vous voyez qu'entre ce qu'on mange et ce qu'on stocke, il y a des choses différentes. Et pour faire simple, on n'a presque pas de stock de sucre. Donc, les réserves, pour faire simple, hein, je vous ai mis ici un joli jambon. Dans la vraie vie, c'est la même chose aussi. Et c'est pour ça que j'aime bien le jambon, c'est qu'en règle générale, vous savez que les gens, ce qu'ils veulent manger, c'est uniquement le rouge, hein, c'est-à-dire la viande. Et puis, pour éviter de grossir, ils enlèvent la graisse. Je vais vous montrer que dans la vraie vie, les deux sont importants. Alors, lorsque on ne mange pas assez, alors plus du tout ou pas assez par rapport à ce qu'on a besoin, par définition, il va falloir qu'on prenne sur nos propres réserves. Alors, schématiquement, chez un individu qui est en bonne santé, les réserves, on va dans le premier jour, les premières heures, consommer nos toutes petites réserves de glucides, hein, de sucre, et puis très vite, ça va diminuer et on va commencer à consommer nos réserves de lipides. Alors jusque-là, tout le monde est content puisque, en règle générale, les gens se plaignent d'avoir trop de graisse, donc on dit bravo. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de tissus, et notamment le cerveau. Le cerveau, il ne peut pas consommer des lipides. Et donc, il va falloir qu'on lui refabrique ce qu'il aime manger, c'est-à-dire du glucose, des glucides, et on va les fabriquer en consommant nos propres muscles, donc en consommant nos protéines ici. Et donc, c'est une période un peu stupide où on mange nos muscles pour nourrir notre cerveau. Et puis, quand tout fonctionne bien, ce qui n'est pas le cas systématiquement, pour éviter de consommer trop nos muscles, on va fabriquer avec les lipides un produit que le cerveau peut consommer qui s'appelle les corps cétoniques. Et ça met un petit peu de temps à se fabriquer parce que ce n'est pas spontané, c'est une voie qu'il faut plusieurs jours pour mettre en route. Alors ça, quand les choses fonctionnent comme ça, vous voyez que finalement, comme on peut nourrir le cerveau avec autre chose, on va économiser nos muscles. Et là, c'est parfait. On peut manger moins pendant un long moment. En fait, tant qu'on a à peu près de la graisse, on peut tenir. Et puis, normalement, c'est fait pour qu'on puisse se ralimenter après, hein. La nature nous avait adapté à ces périodes, on va dire, de famine. Alors, le souci, c'est que quand on est malade, pour des raisons que je ne peux pas trop vous expliciter, mais en fait, l'inflammation qui accompagne une maladie fait qu'on ne sait pas fabriquer ces fameux corps cétoniques et que donc on reste coincé dans cette situation qui fait qu'un malade, quand il ne mange pas assez, il va consommer bien sûr un peu de graisse, mais il va continuer à consommer ses muscles et c'est là où ça devient dangereux et c'est là finalement ce qu'on appelle en pratique la dénutrition. Alors, je vous ai mis ici une photo d'un animal qui est mort de dénutrition. Alors, dans l'esprit des gens,
on meurt de dénutrition parce qu'on n'a pas accès à la nourriture, et c'est vrai dans les pays en voie de développement, c'est vrai peut-être en France dans des situations de grande précarité, mais vous êtes souvent là, les associations caritatives, pour finalement apporter une alimentation. Et donc, dans nos pays riches, ce qui tue, ce n'est pas de ne pas avoir accès à la nourriture, c'est de ne pas avoir faim. Et donc ici, je vous montre un patient qui est dénutri, il est très maigre, il est encore vivant, lui, heureusement. Mais finalement, cette photo, tout le monde peut la comprendre, mais ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que la dénutrition, ce n'est pas aussi simple que ça, et ce n'est pas que des gens très maigres. On peut être, et c'est un paradoxe, on peut être à la fois dénutri et obèse. Comment c'est possible ? C'est possible en essayant de comprendre quelque chose qui est un espèce de paradoxe. On a été un certain nombre, en tout cas à une certaine époque, à tomber en panne d'essence quand on était en voiture ou en mobilette. Et c'était assez facile, c'est qu'en fait, quand il n'y avait plus d'essence, la voiture, elle s'arrêtait. Alors que quand on est dénutri, le corps s'arrête de vivre quand il a perdu la moitié de son essence, de sa réserve, et sa réserve très particulière, qui est la réserve de muscles. Donc, vous voyez quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire que quand on a une dénutrition sévère, quand même cette dénutrition peut nous tuer, il reste parfois de la graisse, parfois même beaucoup, et puis il reste que la moitié des muscles. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est toute la difficulté, c'est qu'on n'attend pas que le réservoir soit vide pour finalement tomber en panne d'essence. Alors, c'est quoi ce réservoir, entre guillemets, musculaire ? Je vous ai mis ici en chiffres pour vous faire comprendre ce qui se passe lorsque l'on maigrit. Ici, en bleu, ce qu'on perd, c'est la graisse. Et puis, en rouge, ici, ce qu'on va perdre, c'est des muscles. Alors, on perd plus de graisse, bien sûr, mais on va perdre des muscles aussi. Normalement, vous avez vu qu'ici, j'ai mis les sucres, on n'en a presque pas, donc on va laisser tomber ça. Et le seuil théorique du décès d'un animal ou d'un homme, c'est quand il a perdu à peu près la moitié de ses muscles. Donc, vous voyez, j'ai divisé les muscles par 2. Alors ici, c'est une personne qui n'était pas grosse au début, donc on va perdre les 2 et on va bien voir que on va à un moment se retrouver quelqu'un de très maigre. C'est la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Mais maintenant, cet individu, je l'ai juste fait plus gros et j'ai juste doublé ses réserves de graisse. Et puis, vous voyez que là, il va perdre la graisse à la même vitesse, mais il va en avoir encore pas mal, alors qu'il va ici toucher le seuil du décès. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dénutrition, pour nous, c'est un problème de manque de muscles. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré un jambon. Ici, c'est une image qu'on fait, ce qu'on appelle en résonance magnétique nucléaire. C'est la coupe d'une cuisse d'un individu. Vous avez ici l'os, là, le muscle, et ici, la graisse. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, il y a beaucoup d'énergie dans la graisse, mais dans nos muscles, il y a nos défenses, et le pronostic de cette maladie, il n'est pas à la graisse, il est aux muscles. Et c'est toute la difficulté, encore une fois, de cette maladie. Et le problème, c'est qu'avec l'âge, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être médecin, tout le monde comprend. Ici, vous avez 2 individus, là, il a 25 ans, celui-là, il a 63 ans. Ils sont tous les 2 du même sexe, du même poids, de la même taille, donc ils ont ce qu'on appelle le même index de masse corporelle. Et ce qu'on observe, c'est triste, mais c'est comme ça, on observe qu'en vieillissant, on perd du muscle et qu'on gagne de la graisse. Et donc, quand on est une personne âgée, on part déjà avec un handicap, c'est-à-dire qu'on part en règle générale avec déjà moins de muscles. Donc, vous voyez que la maladie, elle peut être encore plus rapidement grave chez des personnes âgées. Et puis, je vous le disais aussi, on peut l'être à la fois la double peine, c'est-à-dire obèse et dénutri. Alors là, c'est une coupe de scanner. Encore une fois, 2 personnes, la personne A et la personne B, sont toutes les 2 avec un index de masse corporelle qui fait qu'ils sont obèses. Mais vous voyez ici, la personne B, elle a beaucoup de muscles, on vous les a coloriés en rouge. Ça, c'est une coupe du ventre. Vous voyez la graisse ici, en gris, enfin en noir. Et ici, en rouge, vous voyez beaucoup de muscles. Celui-là, c'est quelqu'un qui est obèse, mais qui est en pleine forme. Et puis, cette personne ici, qui fait le même poids, vous voyez qu'elle a de la graisse, elle en a même un peu plus, parce qu'on voit les bourrelets ici, mais vous voyez qu'il y a beaucoup moins de muscles. Donc, c'est ça le paradoxe de cette maladie, c'est qu'on peut être à la fois obèse et à la fois dénutri.
Et donc, c'est plus compliqué de faire le diagnostic ici parce qu'on va dire quoi? On va dire, il est gros, donc ce n'est pas grave, il a de la réserve. Et vous avez vu qu'en fait, la réserve, non, il n'y en a pas autant en tout cas qu'on l'imagine. Et donc, la vitesse d'amaigrissement, il faut comprendre que dans de la graisse, il y a beaucoup de calories. Il y a 9 kilocalories par gramme, alors que dans le muscle, quand il est normal, le muscle, c'est-à-dire avec, il y a de l'eau dans de la viande, eh bien, il y a 1 calorie, à peu près 1 calorie par gramme. Ce qui fait que quand on va consommer nos réserves d'énergie contenues ou dans la graisse ou dans le muscle, la vitesse de consommation du muscle est beaucoup supérieure à la vitesse de consommation de la graisse, puisqu'il y a beaucoup moins d'énergie dans le muscle que dans la graisse. Et donc, quand on maigrit lentement quand on perd de la graisse et on maigrit rapidement quand on perd du muscle. Et finalement, c'est comme ça qu'on peut faire le diagnostic de malades dénutris, même s'ils sont un peu enrobés, parce qu'ils vont maigrir vite. Et donc, je vous donne un exemple, perdre 1 kilo par jour, ça peut vous paraître énorme, mais je vous promets que c'est faisable. Mais 1 kilo de graisse, c'est 9000 calories. Il n'y a aucun malade qui peut consommer 9000 calories par jour. Perdre 1 kilo de muscle, c'est 1000 calories, et 1000 calories, c'est à peu près la moitié de ce qu'un individu normal consomme. Donc, vous voyez, c'est tout à fait possible de perdre 1 kilo par jour, mais c'est perdre très majoritairement du muscle. Donc, vous avez compris que ce qui va nous intéresser et ce qui vous doit éventuellement vous intéresser quand vous rapprochez des personnes que vous aidez, c'est finalement de voir si elles maigrissent rapidement. Alors, ça peut se voir. On peut aussi les peser ou leur demander de se peser. Et donc, la chose qui est la plus importante, c'est finalement d'essayer d'obtenir un poids. Alors, quand on est debout, on se met sur une balance normale. Quand on est dans une situation où, en hospitalisation, on ne peut pas vraiment se lever, mais on peut s'asseoir, il y a ce type de balance. Et puis, quand on est couché au fond du lit, il y a des astuces pour peser les gens. On peut quasiment tout le temps peser les gens. Il suffit, en fait, d'avoir la volonté de le faire. Alors, les critères de dénutrition, ils ont été redéfinis en 2019 et puis récemment ici pour la personne âgée, c'était la semaine dernière qu'ils ont été publiés par la Haute Autorité de Santé et la Fédération française de nutrition. Alors, ils sont relativement simples, je vais vous expliquer comment ça marche. En fait, il faut au moins un de ces critères. Il faut soit avoir perdu du poids, encore faut-il se peser, bien sûr, et on considère que les gens sont dénutris quand ils ont perdu plus de 5% en 1 mois, ou plus de 10% en 6 mois, ou plus de 10% depuis qu'ils sont malades. Alors, je vous donne un exemple, quelqu'un qui fait 80 kilos et qui en 1 mois aurait perdu 4 kilos, il fait 76 kilos à la fin du mois. Il paraît encore en forme, parfois même il est content parce qu'on lui avait dit qu'il avait un surpoids. Et bien en fait, cet individu, il est dénutri quand il a perdu ses 4 kilos parce qu'il en faisait 80 avant. Donc lui, c'est la personne en surpoids ou même obèse qui perd trop vite du poids. Sinon, il y a, comme on a parlé tout à l'heure, les gens qui sont maigres. Alors, on a une manière de calculer ça qu'on appelle l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle. C'est facile de calculer l'IMC. Il faut le poids et la taille. Alors, il faut le poids en kilos et la taille en mètres. Il faut diviser le poids par la taille une fois, puis on redivise ce chiffre par la taille une autre fois. Quand on est jeune, l'IMC normal, c'est supérieur à 18,5. Après 70 ans, parce que vous avez vu qu'après 70 ans, normalement, on perd du muscle, on a monté ce seuil, il est à 22. Pour le dernier possibilité qui est la réduction quantifiée du muscle, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça, c'est compliqué, il faut être médecin. Mais finalement, les autres critères, il suffit d'avoir une balance et c'est la portée de tout le monde, des aidants et des individus eux-mêmes. On peut le faire, c'est très facile. Combien il y a de dénutris en France? Eh bien, il y a au moins 2 millions de dénutris quand on obtient ce chiffre juste avec les gens qui sont hospitalisés. On pense qu'il y a approximativement au moins 400 000 personnes âgées à domicile qui sont chez elles, ne sont pas forcément hospitalisées. Et dans ces 400 000, il y a aussi 270 000 personnes âgées en EHPAD. Donc, j'ai bien compris qu'a priori, vous, c'était plutôt à domicile que vous alliez. Donc, vous voyez, il y a quand même 400 000 personnes dans les gens que vous pouvez aider qui sont dénutris. Alors, on va le revoir d'une autre manière. Vous voyez, considère que les personnes à domicile, il y en a 10% qui sont dénutris. Donc, c'est forcément des gens que vous rencontrez. Même, encore une fois, j'insiste, s'ils vous paraissent un petit peu enrobés, mais qu'ils ont maigri, ils sont probablement dénutris.
Et puis, vous voyez, quand on est malade, hein, ça monte dans les hôpitaux à 30%. Donc, c'est vraiment une maladie qui est fréquente. C'est une maladie qui est grave. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça. C'est un peu de la recherche scientifique, mais vous allez voir, c'est assez simple. Le titre, il est en anglais, mais je vous explique ce qui se passe. C'est des gens qui ont une maladie grave. Ici, c'est un cancer. Et on regarde ceux qui mangent bien par rapport à ceux qui ne mangent pas bien. Ici, on compte le groupe de patients. Il y a 100% de patients. Et puis, avec le temps, ils maigrissent. Ceux-là, c'est ceux qui ils meurent. Hein. Chaque fois que ça diminue, c'est des gens qui décèdent. Et vous voyez qu'ici, en pointillé, c'est ceux qui étaient mal nourris. Donc, vous voyez que la différence, la maladie, c'est la même au départ, mais il y en a une qui mange bien, une qui ne mange pas bien. Et vous voyez qu'ils vont mourir plus vite. Et puis, on ne meurt pas tout le temps quand on est dénutri, mais on fait beaucoup d'infections. Ici, je vous montre une étude où on prend ce qu'on appelle les infections nosocomiales, c'est les infections qu'on attrape à l'hôpital. Bien, vous voyez, quand on n'est pas dénutri, dans cette étude, il y a 4% de gens qui font une infection. Quand ils sont dénutris, c'est presque le double. Et quand ils sont dénutris de manière sévère, c'est presque 3 à 4 fois plus. Donc, vous voyez, quand on vous dit que la dénutrition, c'est quelque chose qui va favoriser les infections, c'est vrai, hein, ce n'est pas du bluff. Et puis, le traitement, il peut être efficace. Je vais juste aller vite pour vous expliquer. Ici, c'est une très grosse étude dans un travail, un journal qui est vraiment un des meilleurs journaux de médecine au monde. C'est une étude où les gens hospitalisés ont été soit nourris normalement avec un plateau, soit on leur a fait un soin nutritionnel avec un enrichissement. Et vous voyez que la courbe des gens enrichis, ils sont au-dessus, c'est-à-dire qu'ils meurent moins que les gens. Donc, vous voyez que on peut sauver des vies rien qu'en mangeant correctement. Je crois que c'est ça le message qu'il faut être convaincu. Donc, le constat, c'est que la dénutrition, c'est une maladie qui est fréquente, qui est grave, mais qu'on peut traiter. Il faut donc la prévenir, il faut la dépister, et puis évidemment, il faut la traiter. Et pour la prévenir, la première des choses, c'est de dire que cette maladie, elle existe, elle n'est pas que dans les pays en voie de développement, donc il faut arrêter de se cacher la vérité. Il faut, notamment chez les personnes âgées, arrêter les régimes. Il n'y a pas de raison de faire un régime restrictif. Il faut évidemment, pour manger correctement, avoir une bonne dentition. Donc, il est important de dire aux gens qu'ils doivent avoir une bonne santé bucco-dentaire et puis ne pas hésiter à aller voir son dentiste dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et puis, bien sûr, on a parlé du muscle, on a parlé de la nutrition, mais pour garder des muscles, il faut faire de l'activité physique. Quel que soit l'âge, on peut toujours faire quelque chose, bien sûr adapté à la situation. Hein, et c'est vraiment important pour garder des muscles, de manger correctement, mais aussi de faire travailler les muscles. Donc le dépistage précoce, hein, vous avez compris, c'est soit les gens ils ont plus faim, et puis tout de suite après, ils vont maigrir, donc il faut peser. Le traitement, on vient de l'évoquer, hein, il faut de l'activité physique, il faut enrichir les repas, donc il ne faut pas avoir peur de manger des choses riches, c'est-à-dire finalement des choses avec de la graisse. On a le droit de grignoter. Donc, les collations, c'est bien aussi quand on n'a pas très faim. Et puis, on peut ajouter après des compléments nutritionnels oraux et ensuite la nutrition artificielle. Et bien sûr, là, ça devient une dénutrition sévère. Et donc, ce n'est pas l'objet de ma présentation de ce soir. Et donc, c'est la raison pour laquelle on essaye de sensibiliser tout le monde durant cette semaine. Et vous qui êtes en contact des patients, des gens, moi je ne vois que des malades bien sûr, mais des gens à domicile, ils peuvent être dénutris. Donc, il faut que vous soyez attentifs à ça. Il faut leur en parler et il faut leur dire que ce n'est pas normal de moins manger, ce n'est pas normal de maigrir et que s'ils maigrissent, il faut qu'ils alertent. Donc, vous êtes en fait au contact des gens. Finalement, très peu de gens savent ce que vous faites et vous pouvez être d'une grande utilité pour diffuser ça et pour donner les bons conseils. Donc, c'est ce qu'il faut faire cette semaine, hein, puis évidemment le reste du temps, mais pour essayer de faire caisse de résonance, il faut faire du bruit et parler de cette maladie pour qu'on arrive peut-être un jour à mieux la prendre en charge. Voilà, moi je vous remercie, je suis à disposition pour des questions. Merci beaucoup pour cette intervention. Il y a en effet quelques questions sur Vimeo. Est-ce que vous préférez que je vous les pose maintenant? Monsieur Gage, est-ce que vous avez des contraintes de temps? Est-ce que vous pourrez intervenir après? D'accord, je vais poser… Problème. D'accord, merci. Je vais poser les questions directement qui sont présentes sur Vimeo. Mireille Duplessis demande…
Donc, constate avec votre présentation que c'est donc la perte musculaire qui devrait inquiéter. Oui. D'accord. Oui. Donc, oui, en effet, c'est donc bien la perte musculaire qui doit être un signe de dénutrition chez une personne. Voilà. Alors, il y a différentes manières de faire. La balance, bien sûr, ça, c'est pour nous, c'est fondamental. Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est juste regarder un petit peu la vitesse à laquelle les gens marchent. Normalement, on doit marcher assez rapidement. Quand on marche lentement, ça peut être un signe de baisse de muscles. Bien sûr, il faut. C'est vrai quand on n'a pas de problème neurologique ni rhumatologique. Quelqu'un qui a des douleurs à marcher va marcher lentement, mais quelqu'un qui n'a pas de douleur, qui n'a pas de problème rhumatologique ou qui n'a pas de maladie qui fait que, comme par exemple la maladie de Parkinson où les gens peuvent marcher lentement, les gens qui n'ont pas ce problème-là doivent marcher suffisamment vite. Alors nous, dans notre jargon, il faut faire 10 mètres en 8 secondes. Donc, vous pouvez essayer, vous verrez, on les fait très rapidement. Quand on ne les fait pas, c'est qu'il y a souvent un problème. Donc, vous voyez, marcher avec les gens et se rendre compte qu'ils marchent lentement, ça peut être aussi un signe d'alerte. Mais je vous dis, la balance, c'est quand même vraiment ce qu'il y a de mieux. Et puis surtout, l'appétit. Les gens qui vous disent « je mange moins », c'est vraiment un signe d'alerte très précoce. Et en parlant de balance, justement, pour pouvoir un peu regarder le poids des personnes, Martine A demande les balances à impédance sont-elles intéressantes? Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est les balances à impédance maîtrise, c'est des balances qui, sur le papier, en théorie, vous donnent votre poids, mais vous dit votre poids, il est fait de combien de graisse et de combien de muscles. Sur le papier, c'est génial, dans la vraie vie, ça ne marche pas. D'accord. Donc, en plus, ça coûte beaucoup plus cher. Et donc, franchement, ce n'est pas une nécessité d'avoir ça. Si on l'a, tant mieux. Mais en fait, franchement, ça coûte quand même à peu près 10 fois plus cher. Alors qu'une balance toute simple, ça doit coûter entre 10 et 15 euros. C'est vraiment à la portée de beaucoup de personnes. Donc, une balance normale, ça suffit. D'accord. Autre question, finalement, vous avez parlé dans votre intervention de l'importance de faire du sport et de l'importance de l'activité sportive aussi dans le muscle. Donc, c'est à la fois une question qui est de Mireille Duplessis qui demande donc s'il y a vraiment le sport santé est en même temps qu'un rééquilibrage alimentaire est-il préconisé. Et il y a également Christelle Ponce qui demande quelles sont les recommandations en termes de marche quotidienne, combien de temps, est-ce qu'il y a une recommandation particulière ou est-ce que ça dépend par exemple des personnes? Non, en fait, il n'y a pas de recommandation particulière dans cette indication-là. La recommandation habituelle, c'est plutôt pour être en pleine forme avant. Donc, on dit qu'il faut faire 6000 pas par jour. 6000 pas, c'est faisable, mais enfin, ce n'est pas en restant chez soi qu'on peut les faire. C'est vraiment en sortant faire le jardin, en faisant promener le chien ou en allant faire ses courses. Donc, voilà. Ça, c'est de l'activité. Après, il y a l'activité physique adaptée, c'est-à-dire on ne fait pas simplement de la marche, on peut faire un certain nombre d'autres gestes qui ne sont pas forcément fatigants et qui sont extrêmement utiles. Et donc là, encore une fois, il ne faut pas avoir peur de se rapprocher, alors soit de faire en collectif, ce qui est évidemment le mieux, puisqu'on rencontre du monde, mais de temps en temps, l'État ne le permet pas. Et on peut le faire avec ce qu'on appelle des APA, qui veut dire c'est des éducateurs à l'activité physique adaptée. Vous savez que maintenant, on peut le prescrire, les médecins peuvent vous le prescrire. Le seul problème, c'est que pour l'instant, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale et que c'est vraiment grave parce que on sait que ça marche très, très bien. Ce n'est pas un médicament, mais c'est vraiment très efficace. Dans toutes les maladies, c'est bénéfique et chez la personne âgée, c'est encore plus bénéfique. Et donc, c'est vraiment navrant. Pour l'instant, on n'a pas trouvé le financement pour rembourser cette activité physique adaptée. Bon, ça pourra changer peut-être dans les prochaines années, j'imagine. Espérons. Une question également de Zeina Mrou qui demande est-ce qu'une personne âgée doit manger la même quantité qu'un adulte? Alors, la personne âgée a les mêmes besoins nutritionnels qu'un adulte, mais encore une fois, ça dépend de l'activité que faisait l'adulte avant. Un maçon à la retraite, quand il prend sa retraite, il a moins besoin de manger. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il faisait beaucoup d'activité physique toute la journée, parce que l'activité physique, ça dépense de l'énergie. Par contre, quelqu'un qui était un métier sédentaire, quand il
il arrive à la retraite, ses besoins sont les mêmes. Donc, il n'y a pas de raison de manger moins à activité égale. D'accord, et oui. D'ailleurs, en passant, les personnes âgées sont aussi des adultes, j'imagine. Donc, Oui, oui. c'est vrai que finalement, Voilà. c'est un peu logique. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour vos questions. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont posé des questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, Martine A demande les médicaments très nombreux des personnes âgées compliquent-ils le problème? Est-ce qu'il y a des problèmes également qui sont liés à la dénutrition vis-à-vis des ordonnances qui sont données aux personnes? Est-ce qu'il y a une vigilance particulière à avoir là-dessus? Et la même question vis-à-vis de l'alcool. Pardon. Ouais. Alors, deux choses. Les médicaments, ça c'est un vrai problème. Parce que quand vous en prenez beaucoup, très vite, vous avez quasiment l'estomac. Si vous avez un petit estomac et qu'il y a beaucoup de médicaments, comme il faut les prendre en règle générale avec du liquide, ça c'est un problème déjà purement de volume. Ensuite, il y a un certain nombre de médicaments qu'on prend toute la vie qui n'ont peut-être plus de raison d'être. Donc, la logique voudrait qu'il y ait un moment, on allège le nombre de médicaments ou qu'on revisite les habitudes et les certitudes. Donc, ça, c'est clair que... Ensuite, il y a un certain nombre de médicaments qui peuvent constiper, d'autres qui donnent la bouche sèche. Et donc, tout ça, ça ne favorise pas la prise alimentaire. Donc, on est bien d'accord que là, revisiter avec le médecin traitant quels sont les médicaments réellement utiles de ceux dont on peut progressivement se défaire, ça, c'est quelque chose d'important. La dernière question, c'est l'alcool. Alors, l'alcool, évidemment, ça fait partie des choses que ce n'est pas bien, comme on dit, mais en fait, là, encore une fois, ça dépend beaucoup de la situation. On est bien d'accord que quand on doit conduire, il ne faut pas boire, mais une personne âgée qui a passé sa vie à consommer un petit verre de vin, il n'y a aucune raison de lui interdire d'en boire. Donc voilà, je sais que c'est politiquement pas très correct, mais dans la pratique, c'est super utile. D'abord parce que c'est quand même des calories, même si certains considèrent que c'est des mauvaises calories, mais ça c'est une vision, on va dire, un peu idéologique de la situation. Et puis parce que c'est de l'alcool, et donc ça fait parfois un petit peu du bien au mental, et que des fois on mange un peu plus quand on a bu un petit verre de vin. Donc, l'apéritif ou le digestif, et quand on le fait en plus en société, avec modération, hein. Attention, il ne s'agit pas que les gens soient ivres, mais il n'y a pas de raison, là aussi, d'interdire systématiquement l'alcool quand il est raisonnable à cet âge-là. D'accord, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, j'ai encore quelques questions. Saïda demande... donc, vous avez parlé de l'importance des exercices physiques. Est-ce qu'il y a des exercices particuliers à domicile qui sont appropriés aux personnes âgées? Et où est-ce qu'on peut trouver peut-être de l'information, des éléments là-dessus, en fait, sur ce genre d'exercice? Alors, la réponse, elle est oui, mais alors moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'activité physique adaptée, donc je sais qu'il y a des gens qui savent expliquer. Pour la personne âgée, des choses extrêmement intéressantes, c'est que certaines actions font travailler et le muscle et l'équilibre. Et en fait, les deux sont extrêmement importants. Donc, il y a des choses à faire qui sont très simples, qu'on peut faire à la maison, mais il faut pour le coup que quelqu'un vous les montre. Il y a des tutos sur Internet, mais il n'est pas évident que toutes les personnes âgées puissent avoir accès. Donc, la réponse, elle est oui. Je ne peux pas, moi, vous les expliciter parce que je ne suis pas un acteur direct de ce genre d'activité physique adaptée. Mais oui, il y a vraiment des choses à faire, vraiment très, très simples et qui sont utiles et pour le muscle et pour l'équilibre. Voilà, donc j'imagine que sur Internet, ça doit être trouvable en faisant une Il y en a recherche. sur Internet. Non, bien sûr, je n'ai pas été vérifié, mais il y en a bien sûr sur Internet. On trouve de tout sur Internet. Il faut juste vérifier que ça soit de qualité. Alors, il y a des associations, il y a des intervenants, alors, je ne sais pas si c'est à domicile ou en groupe, je crois que c'est Ciel Bleu, Jérôme pourra me corriger, qui peut tout à fait organiser ça. Donc là, encore une fois, il y a des solutions, le financement est parfois compliqué, enfin, je pense que là aussi, il y a des solutions. Donc, il ne faut pas hésiter à essayer de s'approcher, de se rapprocher de ces gens qui peuvent organiser ça.
dans des conditions de sécurité et avec des professionnels. Merci beaucoup. Peut-être juste avant de passer à une intervention peut-être de M. Gage, sauf si je vois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions sur le moment. Pour résumer très rapidement, en quelques phrases, quels seraient donc les… Je vois qu'il y a une réponse de Christelle Ponce qui dit finalement il faut conseiller de manger des protéines midi et soir, viande, poisson, œufs, fromage et légumes secs. Est-ce que voilà, ça vous semble bien et est-ce que vous auriez 2 grands conseils à rajouter peut-être pour les personnes qui cherchent à avoir des conseils pour prévenir la nutrition chez les personnes chez qui ils vont? Alors, moi, j'ai une phrase qui est un petit peu choquante pour certains, mais en gros, il faut manger des choses qui d'habitude sont interdites, ou plus exactement, la phrase elle est la suivante, elle est les aliments qu'il faut limiter pour ne pas grossir. Donc on les connaît, hein, c'est tous ceux qui sont stigmatisés. Les aliments qu'il faut limiter pour ne pas grossir sont ceux qu'il faut favoriser pour ne pas maigrir. En fait, c'est ultra logique. Nous, on est sur une balance. Quand les gens mangent peu, il faut manger les aliments entre guillemets interdits ou ceux qui ont été stigmatisés, parce que c'est là où il y a beaucoup de calories. C'est ceux dont il faut faire attention quand on a peur de grossir, mais c'est ceux qu'il faut utiliser quand on a peur de maigrir. D'accord, merci beaucoup pour votre présentation et merci beaucoup pour toutes vos questions également aux personnes qui sont présentes sur le chat. Monsieur Gage, je vous laisse la parole. Que dire de plus après la richesse des différentes interventions, d'autant plus que, si je me rappelle bien, c'était prévu pour durer 1 heure, donc les bons webinaires, ce sont ceux qui restent dans le temps qui était prévu. Non, moi, je veux vraiment, au nom du collectif de lutte contre la dénutrition, dans le prolongement d'Éric, remercier les petits frères des pauvres, d'abord pour l'organisation de ce webinaire et plus largement pour avoir fait le lien entre leur mission et puis cette problématique de l'alimentation et de la dénutrition. Et Sandra Kerr le disait très bien tout à l'heure, ce n'est pas votre cœur de métier, mais en fait, ça le rejoint parce qu'il y a la convivialité autour du repas. C'est aussi une manière de lutter contre l'isolement, c'est aussi une manière de prévenir la perte d'autonomie et qu'on voit bien qu'il y a une cohérence et c'est très précieux. Et vraiment, je remercie Yann Lanier, Fabrice Talandier et tous les petits frères des pauvres de s'être emparés du sujet. Et d'ailleurs, symboliquement, on a lancé la semaine de la dénutrition, hein, ça a été dit tout à l'heure, depuis les locaux des petits frères des pauvres mercredi dernier. Alors, j'ai entendu tout à l'heure Sandra Kerr qui disait le projet livre de recettes. D'une certaine manière, emparez-vous du petit livre de recettes qui est donc téléchargeable. Je suis sûr qu'il vous a été envoyé. C'était vraiment cette idée, vraiment autour de la préparation du repas, du plaisir de la préparation du repas. Et nous, on croit beaucoup. Et j'espère qu'au-delà de la semaine, on va pouvoir jouer notre rôle un petit peu de mettre en relation des acteurs de l'alimentation, du plaisir de l'alimentation, un peu comme ce qui s'est passé dans les locaux des petits frères des pauvres l'autre jour, avec des chefs cuisiniers. Et je crois qu'il y a quelque chose à faire aussi parce que ça participe vraiment du cœur de métier, de métier, ce n'est pas le bon terme, du cœur de mission des petits frères, qui est la lutte contre l'isolement et dont je sais à quel point vous avez un rôle éminent à jouer. Donc, il y a une bataille culturelle parce que c'est question si je devais faire une comparaison, je sais que les petits frères des pauvres, pendant des années et encore aujourd'hui, se sont battus pour permettre que la société prenne conscience de l'existence d'un phénomène qui est celui de l'isolement qu'on ne regardait pas à sa juste mesure, qui était pourtant très présent. Et si on fait un parallèle, c'est un peu la même chose s'agissant de la dénutrition. L'isolement, c'est un mal social pas souvent regardé à sa juste complexité. Et la dénutrition, c'est une maladie pas regardée à sa juste importance. Et donc, on est un petit peu dans cette fonction d'interpellation, d'aider à prendre conscience. Et la semaine nous sert à ça. Et c'est vrai, comme le disait Éric Fontaine, en avançant groupés un peu les uns les autres, on arrive à être plus percutant. On est sur des messages qui sont convergents. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et j'espère qu'on pourra nouer d'autres actions tout au long de l'année en faisant d'une pierre deux coups, lutte contre l'isolement, prévention de la dénutrition. C'est des choses qui vont bien ensemble. Voilà, pas plus long. Et j'en profite d'ailleurs aussi pour remercier notre partenaire Idealco. Merci à vous, Vincent Paquette, à Patrice, bien évidemment, et toute l'équipe d'Idealco, puisque c'est eux qui nous aident à organiser un certain nombre des webinaires, parmi la trentaine de webinaires qui ont lieu tout au long de la semaine. Tout à l'heure,
je jonglais, j'étais sur un webinaire qui était organisé par l'Union nationale des CCAS, où on a parlé aussi de lutte contre l'isolement et de l'action des CCAS. Voilà, tous ces sujets convergent. Donc, il y a tout au long de la semaine encore près d'une trentaine de webinaires. Donc, n'hésitez pas à aller poser des questions et à aller chercher de l'information. Voilà. Et encore merci aux petits frères des pauvres. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Merci. Merci beaucoup à vous tous. Merci à toutes les personnes qui sont intervenues. Pour information, voilà, vous pouvez également aller sur le site internet du collectif de lutte contre la dénutrition, peut-être pour avoir certaines informations. Plusieurs personnes demandaient si le PowerPoint que vous avez projeté, professeur Fontaine, est disponible ou si un type de présentation qui peut résumer un peu votre propos est disponible également. Non, mais moi, il est disponible. Je pense qu'on a été enregistré, donc ils peuvent tout à fait le réutiliser, le revoir. Après, je peux faire beaucoup plus long. J'ai raccourci. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez aller sur notre site. Vous pouvez éventuellement nous joindre quand il y a des questions précises. De temps en temps, on reçoit des gens qui nous disent mon mari est malade, il ne mange plus, qu'est-ce que je fais? Alors on essaye, évidemment, on n'est pas là pour, on ne peut pas, mais on essaie toujours d'apporter une réponse. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions techniques à nous poser, on essaiera dans la mesure du possible d'y répondre, soit en vous joignant directement, soit en vous donnant des références. Vraiment, on est là pour essayer d'éclairer tout le monde. Merci beaucoup. Et donc, je précise que la fiche sur laquelle vous avez pu vous inscrire à ce webinaire sera toujours disponible pour vous. Vous pourrez y retourner et je pourrai charger le PowerPoint du professeur Fontaine sur cette fiche-là et vous pourrez le télécharger vous-même. Je précise également que cette vidéo est enregistrée et donc qu'elle sera disponible via l'association. Donc voilà, dans quelques jours, elle sera disponible si vous voulez la revoir ou si vous avez manqué un détail. Voilà. Comme ça sera l'occasion de le faire. En tout cas, merci à vous tous. Je ne sais pas si quelqu'un a un dernier mot à dire, peut-être. Non? C'est bon. Merci à vous. Merci à vous. Bon, merci beaucoup. Allez, au revoir.